Manger indien, c'est la promesse d'un voyage des paysans. Et cet établissement, le plus ancien restaurant indien à Paris, ne déroge pas à la règle. Mais l'exotisme n'est pas uniquement dans le cérémonial ou la décoration. Il est d'abord dans l'assiette. Biryani, poulet korma, butter chicken et surtout des naans, ces petites galettes de blé, emblème de la gastronomie indienne. Leur préparation se fait en salle, devant les clients. Ça, c'est le tandoor. C'est le four traditionnel de l'Inde. Beaucoup de restaurants en France utilisent un tandoor au gaz. Mais ce n'est pas la même chose. Ça ne fait pas le même pain. Ça ne fait pas le même grillé. Nous, on utilise le charbon. La température monte à 300 degrés. On le colle à la paroi du tandoor, doucement et gentiment. Il a fallu des mois à Singh pour maîtriser la cuisson des naans. Et encore quelques semaines de plus pour parvenir à les sortir sans les déchirer. J'ai beaucoup de sortes de naan ici. Le naan nature, avec du beurre sur celui-là, le naan à l'ail, le naan à la viande, et le best-seller à l'Annapurna, c'est le naan au fromage. Tous les jours, on en fait une centaine comme ça. Le naan fourré au fromage, un incontournable de la cuisine indienne, pensez-vous? Eh bien, pas tout à fait. Son histoire est surprenante. Bien sûr, la pâte est une recette traditionnelle. C'est le chef Rana, 30 ans de maison, qui y veille. C'est la farine, sucre. 2 œufs, c'est comme un gâteau. C'est très très facile. Mais garnir cette galette avec du fromage, les Indiens n'y avaient pas vraiment pensé. Et pour cause. En Inde, on n'a pas beaucoup de sortes de fromage. Et quand il a fallu ouvrir un restaurant en France, les Français ont réclamé du fromage, parce qu'ils adorent ça. Alors on a essayé de rendre heureux le peuple français. Et le premier naan au fromage est né ici, à l'Annapurna. Une idée magique qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Désormais, la gastronomie indienne s'est fait une place dans notre univers culinaire. La cuisine indienne, c'est un voyage gustatif, olfactif, mais aussi un plaisir visuel, à l'image de ces fêtes traditionnelles, synonymes de couleurs et de joie de vivre. Car en Inde, manger n'est pas qu'une simple affaire de goût. C'est tout un cérémonial. Il s'agit aussi d'apporter de la bonne énergie dans votre corps. Le secret de cette gastronomie, les épices. C'est une des cuisines qui en utilise le plus au monde. Le pays est d'ailleurs le premier producteur de la planète. Mais il y a les bonnes et les mauvaises épices. Alors, comment faire la différence ? Pour le curry, par exemple, Mathilde et Bina nous aideront à nous y retrouver, elles qui fabriquent une poudre d'exception. Un assemblage délicat. Dans nos supermarchés, la gastronomie indienne est la nouvelle cuisine exotique à la mode. Mais pour qu'elle entre dans notre quotidien, les industriels ont dû l'adapter au goût des consommateurs français. La jeune chef Sanji compte bien surfer sur cet engouement. Elle va participer au lancement d'un nouveau concept de restaurant, directement inspiré de la cuisine de rue, véritable institution en Inde. Ça va bouleverser en fait la cuisine indienne en France. Alors, prêt à réveiller vos papilles? Cuisine indienne, à toutes les sauces. La gastronomie indienne,
c'est une palette infinie d'épices. Mais c'est une science que tout le monde ne maîtrise pas. Même Leslie, cette passionnée de cuisine, est parfois perdue. Alors aujourd'hui, avec quelques amis, elle a fait venir l'Inde à la maison. Coucou, ça va? Pour se familiariser avec ses rudiments, Leslie a fait appel à Sanji, une chef spécialisée dans la cuisine indienne à domicile. Je sais pas si vous êtes végétarien d'ailleurs, oui? Toi aussi, Julie? Ouais, moi j'essaye de l'être. Flexitarien? Ouais, ok. Donc on va faire un dal, parce que le dal, c'est vraiment la base de l'alimentation indienne. Le dal, en fait, par traduction, ça désigne en fait tous les plats à base de légumineuses, d'accord? Donc ça peut être des pois chiches, des pois cassés. Sanji a acheté tous ces ingrédients au supermarché. Une manière de montrer que la cuisine indienne peut aussi être synonyme de simplicité, contrairement aux idées reçues. Quand on ne connaît pas la cuisine indienne, on va tout de suite avoir peur de tout ce qui est épices qu'on n'a pas forcément à la maison et comment on les trouve et comment on associe aussi certains goûts qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Pour réussir ce plat, il faut au moins 7 épices. Mais attention, pas question de les cuisiner à la française. Il faut vraiment qu'il y ait un fond d'huile parce qu'on va vraiment faire frire les épices dedans. Donc je vais également mettre une cuillère à soupe de graines de moutarde. Et dedans, on va jeter nos oignons. Donc je vais mettre un peu de curcuma. D'accord? Donc ça, c'est la coriandre. Là, on y va. Ah bah là, on y va vraiment. Et là, je vais mettre un peu de garam masala. Donc le garam masala, c'est un mélange aussi qui est moulu. Dans la cuisine indienne, la préparation commence par les épices. Sanji les fait cuire dès le début pour adoucir leur goût, là où les Français auraient plutôt tendance à saupoudrer en fin de cuisson. On rajoute jamais en fait des choses comme ça dans un plat pour lui donner de la couleur ou pour se dire ah bah c'est un peu fade. Par exemple, quand on fait un poulet au curry à la française, donc on va faire cuire du poulet, on va mettre de la crème et hop, ah si on mettait un peu de curry. En fait ça n'existe pas, on ne fait jamais ça. Si vous mettez vos épices directement dans la crème, en fait elles vont se diluer, ça va être et vous allez voir après vous allez rater vos plats. Et maintenant, si on devait mettre du piment, ce serait maintenant. On le met. Habituellement, le piment n'est pas vraiment le péché mignon de Julie. C'est l'appréhension que ça évoque, toutes ces saveurs, ce côté piquant, et on a peur d'avoir le feu dans la bouche et de plus rien en fait déguster. T'as chaud? Tu es un peu chaud. Ouais, c'est un bon. Bonne adrénaline. Ouais, un bon truc, ouais. Plutôt que de mettre une doudoune, tu manges un petit piment avant de sortir de chez toi, t'es bien. Ah, ça picote un peu, mais ça va. Non, mais pas trop par contre. La suite est une question d'assemblage. Sanji ajoute les lentilles cuites au préalable, de la sauce tomate et du lait de coco. 25 minutes de cuisson plus tard, le dal va trouver sa place sur la table. Pour l'accompagner ce midi, des aubergines grillées, une sauce au yaourt à la menthe et des chapatis, ce cousin du naan, l'équivalent en Inde de notre baguette et de notre fourchette réunie. Là, on passe aux choses sérieuses. C'est le moment où je déguste le piment. Ouais, lui, c'est incroyable. C'est très très bon. Et en fait, le piment passe nickel. Ouais, c'est quand on reçoit en fait qu'on a envie de faire des plats aussi comme ça, et je trouve que c'est des plats aussi qui méritent d'être autour d'une table ou enfin faut qu'il y ait de la vaisselle. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on fait au T'as quotidien. raison, parce que c'est vrai que la cuisine indienne, c'est comme une cuisine aussi de partage, une cuisine conviviale. Et je pense que c'est ça aussi. Le partage, la convivialité, ce sont les mots d'ordre des repas en Inde. C'est ce que nous allons découvrir à New Delhi, la capitale. Plus précisément, au temple Bangla Sahib. C'est l'un des plus importants lieux de culte de la religion sikh. Une merveille de marbre blanc. Harpal est l'un des guides du temple qui attire des fidèles du monde entier. Ici, vous avez le temple principal, où les fidèles viennent prier à l'intérieur.
De l'autre côté, c'est l'endroit où le livre sacré est lu en continu, toute la journée. Les principaux concepts de la religion sikh sont le partage, l'égalité et l'humanité. C'est donc travailler honnêtement, prier régulièrement et partager avec les gens qui en ont besoin. Et le partage, c'est le plus important dans nos traditions. Résultat, le temple est devenu l'une des plus grandes cantines du pays. 30 000 repas chaque jour. De 8h à minuit, c'est un balai incessant de fidèles et de badauds qui viennent déjeuner. Ici, on mange gratuitement et l'accès au réfectoire n'est pas réservé aux Sikhs. Ce qui est très beau dans la religion sikh et dans notre communauté, c'est que n'importe qui peut venir manger sans aucune discrimination. Vous pouvez voir ici des hindous assis avec des musulmans, des sikhs, des chrétiens, des riches, des pauvres. Un multimillionnaire assis à côté de son chauffeur et ils mangent tous ensemble. À chaque fois que je viens, je me sens mieux et je repars avec de bonnes ondes. Les Indiens sont liés à la nourriture. Ça nous procure de la positivité. Il ne s'agit pas juste de se nourrir ou de remplir votre estomac. Il s'agit aussi d'apporter de la bonne énergie dans votre corps. En cuisine, une quarantaine de bénévoles se relaient pour tenir la cadence. Ici, les volontaires roulent les chapatis. Et là, ils les cuisent. Au fond, dans le coin, on a la machine à chapati. Au total, on en prépare plus de 100 000 par jour. Au temple, le menu est végétarien. Une manière de n'exclure personne. Ça, c'est le plateau repas d'aujourd'hui. Nous avons du riz, du dal, des pois noirs, des légumes au vinaigre et des chapatis. En Inde, ça c'est la nourriture de base pour n'importe quel Indien. Lentilles, riz et chapati. C'est la base. Mais difficile de restreindre la cuisine indienne à un seul menu. Des sommets enneigés de l'Himalaya aux plages paradisiaques de Goa, en passant par la jungle luxuriante du Kerala, chaque région d'Inde a ses spécificités et ses recettes traditionnelles. Dans le nord du pays, là où les musulmans sont nombreux, les recettes incluent fréquemment de la viande, du mouton ou du poulet. Difficile par contre de trouver du bœuf en Inde. Dans la religion hindouiste, majoritaire, la vache est sacrée. D'ailleurs, la cuisine est souvent végétarienne. Dans le sud, on apprécie ainsi les lentilles ou les mijotés de légumes, mais aussi le poisson. À l'ouest, les céréales comme le blé ou le millet sont mangées sous forme de galettes. Quant au riz, il est l'un des ingrédients de base de la gastronomie indienne. Mais c'est dans l'Est, où il profite du climat humide, qu'il est particulièrement mis à l'honneur. Autant d'ingrédients que les Indiens retrouvent au quotidien dans la rue. Ici, la street food est un véritable mode de vie. À New Delhi, ces échoppes sont légion, avec parfois à peine une table branlante en guise de plan de travail. La star de la street food ici, c'est lui, Rahul Kumar. Le jeune homme gère avec ses 3 frères l'un des stands les plus réputés de la capitale. Mon père fait ça depuis 1975. Il avait une petite échoppe. Il a commencé à partir de là. Et maintenant, nous sommes célèbres et nos affaires marchent bien. En fait, nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Et ce sont toujours les mêmes recettes depuis le début. J'en ai pris un, mais je vais en prendre un autre. Nous allons en prendre 2 ou 3 de plus. C'est délicieux.
Un vrai repas dans un restaurant, c'est cher pour nous. Alors que la nourriture de rue, elle est beaucoup plus abordable. Pour un kachori, ce petit pain fourré et épicé, ou pour le légendaire samosa et sa forme triangulaire, comptez 50 centimes d'euros. Toutes ces petites merveilles ont un point commun, elles sont frites. Je n'en mange pas tous les jours. Si vous mangez ça au quotidien, alors vous serez gros. Juste de temps en temps, c'est mieux. Il faut environ 20 minutes pour cuire un samosa. Avec 300 clients par jour, tout est préparé en flux tendu dans l'arrière-boutique. Depuis 8 ans, c'est Bablou le spécialiste des samoussas. Faire un samoussa est un art. J'ai mis 2 ans à l'apprendre. D'abord, je prends ce rouleau, je le plie comme ceci. Maintenant, je mets la pomme de terre, cette sorte de fromage et la coriandre. Et enfin, je le ferme. Il doit être parfaitement plié. Si on ne le plie pas correctement, il peut se casser et l'huile peut pénétrer dans le samoussa. Un produit bon marché, facile à faire, un régal à déguster. Voilà pourquoi il n'a pas tardé à taper dans l'œil des industriels. Dans les supermarchés français, la Chine et le Japon, porte-drapeau de la cuisine exotique, ont été rejoints par les saveurs indiennes. Pâte au curry, chips au goût tikka masala et bien sûr, surgelés. Chez le numéro 1 français, les ventes des plats préparés indiens ont ainsi augmenté de 30% en 2020. Mais pour amadouer les consommateurs, il faut y aller en douceur. C'est en tout cas la recette de Delphine Courtier, directrice marketing, qui ce matin passe en revue les emballages des prochaines nouveautés. Comme ce bol de curry de légumes, peut-être un peu trop tape à l'œil pour l'instant. Je pense que ce bandeau orange, en fait, il est un peu trop fluo et du coup, pour la lisibilité par nos clients, je pense que ça va être très compliqué. La marque a été l'une des pionnières des plats indiens. Tout a commencé il y a 35 ans avec ce catalogue. Non mais c'est mythique ça, c'est vraiment le catalogue vintage. Alors à l'époque, l'exotique c'était les produits italiens, un petit peu. Donc on a évidemment les grands classiques de la cuisine italienne. Et ensuite on a ce qu'on appelait en cuisine, que nous on appelle cuisine évasion maintenant, mais à l'époque ça s'appelait la cuisine des 5 continents. Et on avait, vous voyez, des currys, un curry d'agneau, un curry de bœuf, des samosas déjà, en 86. Il y a plus de 15 ans, on a sorti le butter chicken. C'était révolutionnaire. À l'époque, personne ne connaissait cette recette-là. À l'époque, on m'a demandé de traduire le nom. Et ça, je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas appeler cette recette le poulet au beurre. Donc, on a gardé ce nom-là parce qu'on voulait aussi garder ce côté traditionnel des choses. Et on a gardé le nom butter chicken. Cette fois, pour sa prochaine nouveauté, Delphine va jouer sur la taille d'un grand classique. En mai ou en juin sortira les 12 mini cheese naan. C'est très bien, très doré, puis on voit bien que c'est bien garni de fromage. Et c'est bien, je trouve que c'est bien aussi de garder le nom traditionnel. Et nous, on pensait avec Emma que franchement, ça manquait à notre offre. Ouais. Pour imposer son dernier né, elle mise sur une valeur sûre chez nous, l'apéro. Là, en fait, on l'a pas travaillé de façon classique. En fait, on a travaillé sous format de petites bouchées, vraiment pour l'apéritif. En fait, effectivement, aujourd'hui, le Français, il consomme beaucoup d'apéritifs. Et là, vraiment, c'est proposer une offre indienne dans l'apéritif. Pour les gens qui connaissent le naan garni au fromage, ils vont l'adorer, donc ils vont l'acheter. Et pour ceux qui ne connaissent pas, finalement, en petites portions, ils seront plus tentés. Donc ça nous permet, après, de faire rentrer ces produits-là dans le quotidien des Français. Facile pour le naan au fromage qui a d'emblée été pensé pour les palais européens. Mais pour faire accepter certains plats un peu plus piquants, les industriels ont dû adapter les recettes. C'est près de Toulon, dans le sud de la France, que l'enseigne mitonne ses plats exotiques. Le gourou de la cuisine indienne ici, c'est Hugo. Ce matin, il supervise la fabrication d'un des best-sellers de la marque, le poulet korma. Bon, Mathias,
On fait quoi là maintenant? On va attaquer le riz. D'accord. On va faire revenir oignons, beurre, ail, sel. D'accord. Le riz composera la moitié du plat. Ici du basmati, un riz parfumé, originaire du sous-continent. On apporte simplement un tout petit peu de matière grasse pour éviter que les grains de riz soient trop collants. Mais ce qui fait la spécificité indienne du plat se joue à l'étape suivante. La sauce, c'est le cœur du produit. Sur un plat indien, c'est vraiment la chose essentielle. Donc ici, nous retrouvons donc, le cumin et la coriandre, donc, qui sont la base des épices du poulet korma, qu'on va venir intégrer donc, pour nous faire démarrer notre sauce. Et c'est loin d'être fini. Il faut ensuite ajouter de l'oignon, de l'ail, du concentré de tomate, du yaourt, des amandes effilées, du lait de coco, de la noix de coco râpée et de la cardamome. Au total, dans la recette, il y a 18 ingrédients différents. Effectivement, la fabrication de notre sauce nécessite l'utilisation d'ingrédients qui sont parfois très chers, mais qui sont indispensables à la réalisation. Ici, c'est un produit qui a une multitude d'ingrédients qui sont complexes, qui viennent aussi de l'étranger, et c'est ça qui coûte cher aussi dans le produit. L'entreprise assure suivre une vraie recette de poulet korma. Mais reconnaît volontiers que pour au moins un détail, elle a pris quelques libertés. Nous avons divisé par 2,5 la quantité de piment par rapport à la recette traditionnelle. Nous avons fait une adaptation qui, certes, pour les plus puristes de la cuisine indienne, va manquer de piment, mais dans notre cas, qui va pouvoir plaire à l'ensemble des ménages français. Le piment, les épices, c'est pourtant ce qui fait le sel de la cuisine indienne. Après tout, c'est logique. L'Inde produit 50% des épices vendues dans le monde. À New Delhi, une rue entière leur est même consacrée. C'est là que se trouve le plus grand marché d'épices de toute l'Asie. À Kalibwali, les parfums, les couleurs et les textures se mélangent à l'infini. Tous ces piments et le curcuma viennent aussi du Tamil Nadu. Et la coriandre vient du Rajasthan. Là, on a du cumin. Lui est utilisé dans les légumes après avoir été frit. Il est cultivé au Gujarat et au Rajasthan. Sans épices, les gens ne peuvent pas manger leur nourriture. Parce que les épices et les piments sont nécessaires, même indispensables. Ça, c'est une cardamome verte. Elle est originaire du Kerala. Les gens l'utilisent beaucoup dans le thé. Ils la mâchent aussi pour avoir une bonne haleine. La cardamome est surtout l'un des ingrédients qui contribuent au parfum inimitable de la cuisine indienne. Pour découvrir le berceau de cette épice, il faut quitter la capitale et se rendre 2500 km plus au sud, dans la pointe de l'Inde. L'État du Kerala est surnommé le pays des dieux pour son climat tropical et sa végétation luxuriante. À 40 ans, Scaria est l'un des plus gros producteurs du pays. 600 hectares de plantations, principalement à destination du marché indien. Ici, il fait pousser de la cardamome et du thé, mais pas seulement. À part la cardamome, on a un peu de girofle et de poivre. C'est une plante grimpante. Voici les grains de poivre. C'est du poivre vert. Il a besoin de mûrir un peu plus. C'est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs en dehors de la cardamome. Donc, comme vous le savez, le poivre est le roi des épices et la cardamome est la reine des épices. Mais la reine des épices est une capricieuse. Pour arriver à maturité, la plante exige des conditions bien particulières. On a besoin d'une végétation épaisse tout autour et de grands arbres pour maintenir et réguler l'ombre. Car la cardamome a besoin d'environ 50% d'ombre pour se développer.
et une température d'environ 21 degrés pour que la fleur se fixe et devienne une gousse. Chaque année, les 600 ouvriers de Scaria ramassent environ 750 tonnes de gousses de cardamome. Une récolte fastidieuse, difficile à mécaniser. Si on ne les ramasse pas à la main, ils seront endommagés. Je peux les reconnaître en les voyant. Regardez ces deux-là. Celui-ci est mûr, c'est pourquoi il est bon. Et celui-ci est cru, c'est pourquoi il n'est pas bon. Le problème, c'est qu'on fait ce travail tous les jours. Et à cause de ça, nos doigts commencent à nous faire mal. C'est un travail difficile, mais on le fait parce qu'on est pauvre. Depuis qu'il a repris la plantation de son père, Scaria s'est employé à la moderniser partout où il le pouvait. Vous voyez, la cardamome est cultivée juste au-dessus du sol. Donc il y a beaucoup de boue et de saleté. On doit la laver. Pour ça, on la met dans la machine à laver. C'est en fait mécanisé. Il y a un moteur et donc ça tourbillonne. Et voici l'ancienne méthode. Avant, on mettait la cardamome dedans. Et ça demandait 3 lavages qui nécessitaient plus de travail, mais aussi beaucoup d'eau. Voici le produit lavé. Quand elle est claire, bien propre, vous obtenez une bonne brillance. Ça vous permet d'avoir un meilleur prix sur le marché. Traditionnellement, les producteurs de cardamome font ensuite sécher leur épice au soleil. Une étape qui peut prendre plusieurs jours. Alors Scaria a aussi investi dans ses cuves. Ce séchoir lui permet de traiter jusqu'à 1200 kg de cardamome en seulement 20 heures. Ici, on utilise le bois de chauffage de notre champ. C'est la forme de séchage la moins chère pour l'instant. L'air chaud passe dans les tuyaux et nous avons un ventilateur juste en dessous. Donc l'air chaud est soufflé dans le séchoir. Vous mettez 100 kg de cardamome humide, mais le produit final après séchage n'est que de 20 kg. Donc c'est 80% d'humidité. Le séchage au soleil préserve davantage les arômes. Mais la méthode de Scaria lui assure une épice plus belle visuellement, plus facile à vendre. Le prix dépend de la couleur et de la taille. Plus elle est grosse et verte, plus le prix est élevé sur le marché. Et ce n'est pas la seule entorse que le producteur est prêt à faire. Toujours dans une logique de rentabilité, il peut parfois attendre pour vendre son épice au détriment de sa fraîcheur. On ne sait pas quand on aura un bon prix sur le marché. Nous pouvons donc stocker la cardamome pendant une longue période, de 7 à 8 mois, voire plus. Dans le Kerala, le système de vente des épices a lui aussi été modernisé. Désormais, pour écouler sa cardamome, Scaria doit passer par des enchères électroniques. Hello. Auction Ce matin, dans la ville voisine de Putadi, 160 lots sont présentés. Les acheteurs peuvent venir et voir la couleur, la qualité et la taille. Celle-ci est d'une taille différente et d'une couleur beaucoup plus vive. Celle-là est plus petite, mais aussi plus pâle. Donc ce lot aura un prix plus élevé à la vente aux enchères. Pour fixer le prix de départ, chaque échantillon est soigneusement ausculté avant la vente par ses experts. Les maîtres des enchères ont une certaine expérience, de 5 à 10 ans. Juste en regardant la cardamome, ils fixent le prix. C'est ce qu'ils font tous les jours. Ils sont très précis. Une fois le prix déterminé, un échantillon de chaque lot est distribué aux acheteurs.
S'ils sont intéressés, ils ont 6 secondes pour enchérir sur leur ordinateur. Un délai suffisant pour ce négociant qui recherche la cardamome la plus fraîche possible. En quelques instants, rien qu'au toucher et à l'odeur, il détecte les lots qui ne conviennent pas à ses clients du Moyen-Orient. C'est une ancienne récolte, donc on ne la prendra pas. Mes acheteurs ne veulent pas cette qualité. On a besoin de la récolte de cette année. La cardamome n'est pas l'épice la plus connue en Europe. Et pourtant, les Français en consomment régulièrement sans le savoir, notamment dans un célèbre mélange. En France, nous avons rendez-vous avec 2 spécialistes des épices, à Cancale en Bretagne. Pas si étonnant, la région est la patrie de nombreux navigateurs qui ont ramené des épices chez nous. Mathilde est la fille du célèbre cuisinier triplement étoilé Olivier Rollinger. En compagnie de la chef Bina Paradin, elle élabore différents currys avec des épices du monde entier pour les vendre au grand public ou au restaurant. L'ancho du Mexique, que t'aimes beaucoup. Moi j'adore ce piment, c'est vraiment mon piment favori, je pourrais en mettre partout. C'est un poivre rouge d'Inde qui est cueilli à ultra maturité. Car on l'ignore souvent, mais le curry n'est pas une épice à part entière. C'est un assemblage d'au moins 10 ingrédients. Il y a vraiment une belle complexité, le poivre est bien puissant. Donc dans les ingrédients vraiment de base, il y a la coriandre, du cumin, du fenouil, du fenugrec et le curcuma qui va donner sa couleur, le piment, le poivre qui vont apporter des notes plus piquantes à ce curry, un tout petit peu de clou de girofle et il y a la cardamome et la cannelle. Dans l'imaginaire culinaire, le curry, c'est la référence absolue en matière de cuisine indienne. Et pourtant... Les Anglais voulaient retrouver, quand ils rentraient de leur colonie en Inde, le goût de l'Inde chez eux, qui n'était pas forcément équipé avec plein de pots d'épices. Et donc, les Anglais ont eu l'idée de faire cette poudre qui contient, qui est prête à utiliser, qu'on peut mettre dans plein de plats, et qui donne le goût de l'Inde à tout. L'atelier de Mathilde et Bina est à taille humaine. Certaines étapes sont même faites à la main pour préserver au maximum le goût et les arômes des épices. Par exemple, la torréfaction de la coriandre. Donc torréfier, c'est pas cuit justement, c'est comme un peu snacké en fait. Toutes les huiles essentielles vont se réveiller en quelque sorte et elles vont se mettre à chanter. Viennent ensuite la pesée et le mélange de toutes les épices. C'est lors de cette étape que la magie opère, car l'équilibre d'un curry réside dans le dosage précis de chaque épice. Une combinaison dont seule Bina a le secret. Un peu comme les parfums, il y a des notes de base qui sont des épices qui sont utilisées en grande quantité, qui vont à la fois parfumer, mais aussi souvent apporter un rôle un peu de liant dans la sauce, comme par exemple la coriandre, et des notes de tête qui ont un côté un peu précieux, qui sont souvent les épices les plus chères et qu'on dose en petite quantité parce que de toute façon elles sont tellement puissantes qu'elles vont venir alléger la base. Ça va être des notes comme celle de la cannelle qui est vraiment très suave, très parfumée. Une fois mélangées, les épices vont être moulues. Ne reste plus qu'à les tamiser pour ne garder que les grains les plus fins. C'est super beau, hein. On dirait presque une pluie d'or. Hein. Donc voilà le résultat. Donc on voit bien le curcuma, la couleur solaire du curcuma qui ressort. Ce qui est marrant, c'est que quand vous sentez là et quand vous sentez là, c'est totalement différent. Là, on crée quelque chose de différent des épices prises individuellement. C'est ça tout l'art de la composition, tout l'art des masalas, tout l'art des currys.
Encore faut-il les consommer sans trop tarder. Une fois moulues, les épices perdent une grande partie de leur arôme en seulement 6 mois. Voilà. Voilà le curry bombé. 8,80 € tout de même pour le pot de 40 grammes. C'est 2,5 fois plus cher que les currys de supermarché. Une différence de prix assumée. Une épice industrielle, elle peut avoir passé des mois, parfois des années, entre ces différentes étapes de transformation sur les étagères avant qu'elle soit étiquetée et vendue. Donc cet aspect de fraîcheur est super important parce que pour moi, la palette aromatique d'une épice, elle ne peut être bonne que quand elle est fraîche. Pour manger de la grande cuisine indienne, pas besoin de faire 10 heures d'avion. Il suffit d'aller de l'autre côté de la Manche. Le poulet tikka masala est l'un des plats préférés des Britanniques. Et on ne compte pas les restaurants indiens dans le pays. 8 d'entre eux sont même distingués par le guide Michelin. Parmi les plus prestigieux, le Bénarès, situé au cœur de la capitale. Le thé noir, c'est notre énergisant quotidien. Et c'est mon job de le servir à tout le monde. Cet homme qui s'improvise serveur chaque matin est l'un des plus grands chefs indiens au monde. Et ils n'ont pas le droit de dire non. Ils doivent dire oui, chef. Samir Taneja dirige les cuisines de cette grande maison depuis 9 ans. Ce n'est pas juste un tableau. C'est un temple où tout se passe. Un temple où la magie opère, à tel point qu'il a reçu son étoile Michelin il y a 2 ans. Voilà le boss. Il nous surveille pour qu'on fasse les choses bien. C'est notre fierté. One set scallop to follow. One set salmon with dal tadka. Yes? Pour obtenir cette distinction, le chef s'est employé à renouveler le genre. Pour lui, la cuisine indienne se prête à des mariages avec des saveurs typiquement européennes. On utilise de la truffe noire. Pourquoi pas? La gastronomie indienne ne se limite pas aux épices ou à la cuisine épicée. Elle peut aller plus loin. C'est une compréhension du palais, une compréhension des recettes. Alors, pas question de renier son patrimoine. La preuve avec son plat signature, un ceviche de dorade et d'huîtres à la mangue, directement inspiré de son histoire familiale. Quand j'étais petit, ma mère n'était pas une très bonne cuisinière, mais il ne faut pas lui dire. Mais il y a une chose qu'elle faisait bien. C'était une boisson qui s'appelle ampana. C'est rien d'autre qu'un jus de mangue sucré, salé et épicé. Elle le faisait si bien que je me suis dit, pourquoi pas m'inspirer de ce souvenir d'enfance pour en faire une entrée. Maintenant les épices. On dit pas d'épices, pas de vie, pas de fun. Un peu de piment, mais vraiment un tout petit peu, du cumin et du piment très épicé. C'est ça la magie. Et un peu de déco croustillante. Voilà. Ce n'est pas de la fusion, c'est de la cuisine indienne épicée. Ce n'est pas de l'authentique cuisine indienne, mais une cuisine indienne préparée avec des produits locaux, avec de l'innovation et beaucoup d'amour. Et je peux vous le dire. C'est bon. En France, aucun restaurant indien n'a décroché d'étoile. Chez nous, cette cuisine est surtout synonyme de carte à rallonge. Comme ici, dans le quartier indien du 10e arrondissement de Paris. Comptez en moyenne une trentaine de plats par établissement. Pas vraiment un gage de qualité et de fait maison. Bonsoir. Oui. Même si l'on nous assure du contraire, lorsque nous posons la question en caméra discrète. Tout est fait maison. Mais il y a beaucoup de plats et de sauces. Oui, mais il y a beaucoup de cuisiniers.
Combien? Ils sont 5 à travailler à temps plein. Ok. Dans un autre restaurant, on tient aussi à nous rassurer. Vous avez combien de plats au total? 50. C'est trop, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup. Chicken tikka masala, biryani, chicken korma, chicken tandoori. Ça, c'est fait maison? Ouais, toutes les filles à la maison. Toute la carte est fait maison? Bien sûr. Nous, il a préparé la sauce à côté. Ah, en fait, c'est une sauce pour tout? Tout. D'accord, ok. Et la base, en fait, c'est la même? Voilà. Mais en fait, il y a bien une astuce pour parvenir à sortir autant de plats différents. C'est ce que nous allons découvrir quelques rues plus loin, là où se fournissent en partie les restaurateurs. Dans ces boutiques spécialisées, Bonjour. on trouve de nombreux produits importés directement d'Asie, comme du riz ou des épices. Mais nous découvrons aussi au rayon sauce que certains chefs prennent de gros raccourcis avec la tradition. Des propos comme ça, souvent c'est tout le temps les restaurateurs. C'est rare qu'ils font eux-mêmes la préparation. Ça demande déjà beaucoup de temps, vraiment. C'est compliqué, surtout dans un restaurant. C'est possible, hein, mais c'est souvent les gros pots, parce que les épices, c'est vraiment trop compliqué. Ok. Il y en a tellement, en fait, il y a la garam, il y a la tikka, il y a le péter, il y a le tandoori, ils font directement ça, la pâte. Et comme ça, ils assaisonnent et après, ils font ça directement. Pour vraiment faire le vrai tandoori, ça demande plein de préparation, en fait. Il y a plusieurs épices, et ils font en grande quantité. C'est pour gagner du temps? Ouais, gagner du temps, même ça revient moins cher. Nous avons contacté le fabricant de ces énormes pots. Cette multinationale de la cuisine indienne s'est installée près de Londres. Impossible d'avoir accès à ces usines. Nous avons par contre eu droit d'interroger le chef chargé du développement de la marque. Ici, on met en avant la qualité du produit. Pas de conservateurs, par exemple. Pour Manish Sharma, les restaurateurs ont bien raison d'utiliser sa sauce toute faite. Si ça peut rendre la vie des restaurateurs plus facile, pourquoi pas? Par contre, aucun chef ne va dire qu'il achète une sauce industrielle. Il dira qu'il a cuisiné. Et ça, c'est normal. Désormais, cuisiner indien serait aussi facile que d'ouvrir un pot de bolognaise. Bon appétit. Si l'on s'est mis au français chez cet industriel, ce n'est pas un hasard. La marque anglaise et ses sauces toutes faites s'apprêtent en effet à partir à l'assaut des consommateurs de l'Hexagone. C'est à Lille que se prépare cette offensive. José Lafuente en sera le général en chef. Ce jour-là, il expose son plan de bataille à Anjali Pathak, l'héritière du groupe. Hello Anjali. Bonjour. How are you? Good, thank you. Thank you. Welcome to our showroom. C'est très joli. Thank you Anjali. La marque est déjà présente dans certaines grandes surfaces, mais peine à s'imposer. Les consommateurs n'ont pas le réflexe. C'est vraiment une catégorie qui n'est pas dans ce qu'on appelle la liste de courses. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'eau, le lait. C'est vraiment le type de produit par définition qui est sujet à ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. C'est vous passez dans un magasin, devant un rayon, et puis il y a quelque chose qui attire l'œil et qui vous fait dire « Ah ben tiens, pour ce soir, pour ce week-end, je vais faire un korma, un tandoori. » Donc il faut créer ce stimuli visuel. Nous faire céder à la tentation, c'est la spécialité de José. Photos de plats alléchants, bandeaux colorés omniprésents, et même un éléphant en tête de gondole. La marque est mise à toutes les sauces. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas très habituel de manger indien, que ce soit dans le choix du restaurant ou quand ils cuisinent à la maison. Donc je pense que c'est la meilleure manière de convaincre les gens d'essayer, surtout pour la première fois. Après tout, c'est un peu comme cela que la marque a débuté en Angleterre il y a 65 ans.
Ça, c'est ma grand-mère, mon père, ses frères et sœurs et d'autres membres de la famille. Là, c'est quand ils sont arrivés à Londres. Ma grand-mère était ce qu'on appelait une grand-mère indienne typique. Elle devait cuisiner pour toute la famille. Donc, elle a commencé à cuisiner pour eux. Et après, tout le monde dans le quartier a senti ces saveurs exotiques. Les voisins sont venus à la maison, ils ont frappé à la porte, ils ont senti les odeurs incroyables et ils sont repartis avec des plats. Et c'est comme ça qu'est née notre marque, dans la petite cuisine de notre maison familiale. Pour convaincre les Français, José a même préparé ses fiches recettes un peu particulières. Nous allons aussi intégrer des produits Patax dans des plats du quotidien des Français. Ça peut être par exemple un burger tandoori ou des pâtes avec une sauce Patax. Pourquoi? Parce que ça, vous en consommez tous les jours, toutes les semaines. Ça, c'est dans votre liste de courses. Ça permet de donner un peu plus d'originalité et ça habitue votre palais pour le prochain voyage. À Clermont-Ferrand, une autre révolution est en marche. Un groupe de restauration rapide va lancer ici sa chaîne de fast-food indien dans 2 jours. Objectif, devenir incontournable, comme le sont désormais les burgers ou les sushis. Du coup, il va te manquer 2 chaises là-bas. On est d'accord, tu conserves 4 plateaux sur ici. Sur les 5. Sur 5, et c'est bon. Laura, 36 ans, est en charge du projet. Elle veut casser les codes et séduire une nouvelle clientèle. On voulait un peu dépoussiérer cette cuisine pour venir donner un petit twist à cette cuisine indienne. Parce que les restaurants indiens sont plutôt chers, surchargés au niveau décoratif, sont un peu old fashion comme on dit. Au niveau des plats, on en a beaucoup. Et on s'est rendu compte que 80% des jeunes aimaient la cuisine indienne, mais 67% hésitaient à aller en restaurant indien. Terminer les tons flashy et les dorures ostentatoires, ici, la couleur se retrouvera surtout dans les plats. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Nous retrouvons Sanji, la chef à domicile. C'est elle qui a créé les recettes de ce nouveau fast-food et qui forme les cuisiniers du futur restaurant. Quand vous mettez la sauce, ce qu'il faut, c'est que le poulet soit recouvert, mais pas tout à fait. Vous voyez, vous avez vu un peu l'entre-deux? C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il soit noyé parce que sinon le client il a l'impression qu'il a que de la sauce. On veut les apercevoir quand même, d'accord? Le mot d'ordre, la rapidité. L'enseigne mise sur plus de 300 clients par jour. Pour tenir la cadence, les employés n'ont rien à cuisiner. Les 7 sauces sont fabriquées au préalable dans une cuisine industrielle. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec des cuissons de naan. Ça marche? La cuisson des naans et son fameux coup de main ancestral. Ici, le tandoor est électrique, mais la manœuvre n'est pas plus simple pour autant. Je suis en train de galérer là. Ouais, l'échec. L'enjeu est de taille, car ces naans seront un produit d'appel du restaurant. Trop beau, très très beau. La nouveauté, Sanji veut les transformer en sandwich, au lieu de les proposer en accompagnement. L'idée de ce sandwich, c'est vraiment de moderniser la street food indienne. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut manger dans la street food classique indienne. Pour moi, elle représente justement ce mélange en fait entre la modernité du sandwich et le côté un peu tradi du naan. Et ensuite, je vous mets la sauce garlic. Les Français sont-ils prêts pour ces innovations? Ce tacos indien va-t-il trouver sa place aux côtés des hamburgers et autres kebabs? Pour le lancement, quelques jours plus tard, l'affluence est en tout cas au rendez-vous. Chaud, attention. En cuisine, après plusieurs jours de formation intensive, les préposés au naan parviennent à sortir des galettes en assez bon état. C'est vrai qu'on prend vite le coup de patte et après il faut encore s'expérimenter là-dessus. Il reste encore des choses à affiner, mais ouais, plutôt content de ce que j'ai sorti pour le moment. Voilà. Garlic et du riz. Super, merci beaucoup. Pour l'occasion,
Le fast-food indien décline tous ses plats en version de dégustation. Y compris le fameux naan sandwich, qui a l'air de trouver son public. Ah ouais. C'est une version très différente du plat qu'on a l'habitude de consommer. Là, c'est une revisite qui n'est pas inintéressante. On souhaite que les Français aillent spontanément manger indien, entre amis, en famille, et qu'il n'y ait plus d'a priori sur la cuisine indienne et qu'ils passent un bon moment, évidemment. Mais la plus belle reconnaissance ce soir va venir de ce couple d'Indiens qui habite depuis peu en France. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. En Inde, la cuisine de rue est très célèbre. Moi, je viens du sud de l'Inde. Et ici, ça me manquait, ce genre de cuisine. Ce soir, j'ai enfin trouvé un endroit qui me rappelle chez moi. Mais alors, que vont-ils penser des fameux naan au fromage que les Français ont inventés? Ici, c'est le meilleur des deux mondes. Le fromage, le meilleur de la France, et le pain, le meilleur de l'Inde. Et là, je mange ce qui se fait de mieux. Cette cuisine indienne, si savoureuse et généreuse, n'a jamais cessé d'aiguiser nos sens. Aujourd'hui, place à une jeune génération de chefs qui allie parfaitement tradition et modernité, un mélange audacieux, prêt à conquérir de nouveaux consommateurs.